Ma fille veut que son père biologique la conduise à l'hôtel, dans le lieu que j'ai payé, malgré notre histoire horrible. Salut à tous, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd un peu d'élan, et s'abonner est l'un des meilleurs moyens de nous soutenir. C'est rapide, gratuit, et cela nous aide à continuer à vous offrir du contenu génial. Votre soutien compte énormément. Faisons grandir cette chaîne ensemble. Merci infiniment. Maintenant, lançons la vidéo. Salut Reddit, je n'aurais jamais pensé écrire quelque chose comme ça, mais la vie est pleine de surprises qu'on ne voit pas venir. Je garde cela en moi depuis un moment maintenant, et ça me ronge. Alors voilà. J'ai 54 ans. Je suis marié à ma femme Angela, qui a 50 ans. Cela fait environ 20 ans que nous nous sommes rencontrés, dans des circonstances étranges et difficiles. Elle avait une fille, Daisy, aujourd'hui âgée de 24 ans, née d'un événement que personne ne devrait jamais avoir à vivre. Elle a été agressée par son meilleur ami d'enfance, quelqu'un en qui elle avait confiance. Leur famille était proche. Les gens autour d'eux pensaient même qu'ils finiraient ensemble un jour, c'était à ce point-là. Le garçon l'aimait plus qu'elle ne l'aimait lui, mais elle essayait d'être gentille, de rester amicale. Vous voyez le genre. Quand ils étaient à l'université, il l'a invitée à passer chez lui, comme il l'avait fait plein de fois auparavant. Mais cette nuit-là, il a profité d'elle. Elle m'a dit qu'il avait attendu qu'elle soit seule et vulnérable, puis qu'il l'avait violée. Personne ne l'a cru. Ni la police, ni le campus, ni même sa propre mère. Tout le monde disait qu'elle avait probablement regretté le lendemain, et qu'elle faisait la victime. Le garçon avait une bonne réputation, jamais eu d'ennui, venait d'une famille connue. Donc, bien sûr, c'est tout ce que les gens voyaient. Angela a essayé de porter plainte, mais on a étouffé l'affaire. Puis elle a découvert qu'elle était enceinte. Elle était déjà enceinte de quelques mois quand elle s'en est rendue compte. Et là où elle vivait à l'époque, l'avortement n'était même plus légal après le premier trimestre. Donc ses choix étaient, en gros, soit garder le bébé, soit, c'était tout. Elle a gardé Daisy, mais pas parce qu'elle était prête ou qu'elle le voulait. C'est parce qu'elle n'avait pas d'autre option. Et quand Daisy est née, Angela a essayé d'être une mère. Mais le traumatisme n'a pas disparu comme ça. Daisy ressemblait beaucoup à lui, cheveux foncés, peau plus sombre que nous deux, très similaire. Cela rendait les choses plus difficiles. Je ne dis pas qu'elle haïssait sa propre fille. Ce n'était pas le cas. Mais il y avait des jours où elle ne pouvait pas la prendre dans ses bras sans trembler. Crise de panique, souvenirs qui refaisaient surface, pleurs enfermés dans la salle de bain. C'est là que je suis intervenu. J'ai rencontré Angela quand Daisy était encore un bébé. Au début, on était juste amis. Je ne la jugeais pas. Je voyais à quel point elle se battait juste pour rester debout, et j'avais énormément de respect pour ça. Au début, elle ne voulait pas sortir avec qui que ce soit, ce qui était compréhensible. Mais avec le temps, on s'est rapprochés. Elle s'est ouverte à moi. Elle m'a tout raconté, le garçon, la ville, la grossesse, la façon dont elle avait été traitée. Moi, je me fichais de tout ça. Tout ce que je voyais, c'était une femme qui avait survécu à quelque chose d'horrible, et qui tenait encore debout. Cela me suffisait. On a commencé à sortir ensemble. Je suis tombé amoureux d'elle. Et je suis tombé amoureux de Daisy aussi. Jamais je ne l'ai vue autrement que comme ma fille. C'était cette petite chose grincheuse qui hurlait à 3 heures du matin, et j'étais là à la bercer dans le salon, en regardant des dessins animés sans le son, juste pour essayer de l'apaiser. Je changeais les couches, je chantais des berceuses. Je lui ai appris à faire ses lacets, à se brosser les dents. Elle m'a appelé papa avant même que j'épouse sa mère. Cela comptait plus que tout pour moi. On a fini par se marier. La vie est devenue, eh bien, pas facile, mais gérable. Angela a travaillé sur sa guérison. Daisy a grandi, et est devenue une gamine intelligente, drôle et têtue. J'étais fier d'elle à chaque étape, même pendant les crises et les sautes d'humeur de l'adolescence. C'était ma gamine, ma fille. On formait une famille solide. J'étais là pour tout, les visites chez le médecin, les sorties scolaires, les foires scientifiques, les leçons de conduite, les visites d'université, les premiers chagrins d'amour. Je n'ai jamais raté une seule étape. Et je ne faisais pas tout ça pour les éloges ou la reconnaissance. Je le faisais parce que c'est ce que les papas font. Daisy savait que je n'étais pas son père biologique. On ne l'a jamais caché. Mais on ne lui a pas donné trop de détails non plus.
Angela lui a dit le strict minimum, on n'était pas ensemble, et ce n'était pas une relation saine. C'était suffisant quand elle était plus jeune. Elle ne posait pas de questions. On pensait avoir dépassé tout ça. On pensait avoir construit quelque chose de fort. Puis, quand Daisy avait 17 ans, j'ai eu un grave accident. Un de ces jours qui restent gravés dans votre mémoire, comme un cauchemar dont on ne se réveille pas. Il y avait une tempête qui approchait, les lignes électriques bougeaient, les arbres pliaient, des sirènes hurlaient. C'était apocalyptique. Daisy était allée chez une amie de l'autre côté de la ville, et devait y dormir. Mais elle ne se sentait pas en sécurité, le père de son amie était un type louche. Je n'ai jamais aimé son aura. Elle m'a appelé, et m'a demandé si je pouvais venir la chercher. Sans hésitation, je lui ai dit que je serais là dans 20 minutes. Ce que je ne savais pas, c'est qu'un de mes pneus était à plat. Et j'ai heurté une flaque d'eau sur un tronçon d'autoroute sombre. La voiture a dérapé, a fait des tonneaux, et m'a écrasé le bas du dos. Ce trajet m'a coûté l'usage de mes jambes. Angela m'a dit que Daisy a pleuré pendant des heures dans la salle d'attente de l'hôpital. Ils ont dû la calmer avec des sédatifs à un moment donné, parce qu'elle tremblait tellement. Elle se blâmait. Elle répétait que c'était sa faute, que si elle n'avait pas appelé, je marcherais encore. Mais je lui ai dit, et je le pensais vraiment, ce n'était pas sa faute. J'étais son père. Mon rôle était d'être là quand elle avait besoin de moi. Et je le referais 100 fois, sans hésiter. Après l'accident, tout a changé. Quand vous perdez quelque chose comme ça, votre capacité à vous tenir debout, à bouger comme avant, les gens vous traitent différemment. Comme si vous étiez fragile. Comme si vous étiez un demi-homme. Mais pas Daisy. Elle est restée proche. Elle s'appuyait encore sur moi, venait toujours me demander conseil. J'ai continué à faire ce que je pouvais. Je l'ai guidée à travers ses premières candidatures à l'université. J'étais présent à chaque réunion parents-professeurs à laquelle je pouvais physiquement assister, je lui ai appris à conduire, bon sang, j'ai même installé moi-même des barres d'appui et des rampes dans toute la maison, en fauteuil roulant, juste pour continuer à être utile. Ensuite, elle a rencontré Ethan, son fiancé actuel, un bon gars d'après ce que j'ai vu, calme, respectueux. Elle l'a amené à la maison plusieurs fois et nous a dit que c'était lui, l'homme de sa vie. Nous lui avons donné notre bénédiction. Elle rayonnait, souriait comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Nous étions sincèrement heureux pour elle. Ils se sont vite entendus, et quelques mois plus tard, les discussions autour du mariage ont commencé, rien d'extravagant, juste le lieu, la nourriture, les robes, la liste des invités, les choses habituelles. Elle a mentionné dès le départ qu'ils avaient un budget serré. Ethan était encore en train de construire son entreprise, et elle jonglait entre des petits boulots. Alors, je me suis proposé. J'ai offert de payer le lieu. C'était quelque chose que je voulais faire. Je pensais que je la conduirais jusqu'à l'hôtel, que je la donnerais, vous savez, ce moment classique du père qui signifiait beaucoup pour moi. Et je n'essayais pas d'acheter son amour ou quoi que ce soit. Il ne s'agissait pas de ça. Il s'agissait de fierté, d'être là pour son grand jour, de lui offrir quelque chose qu'elle méritait. Je l'imaginais roulant à ses côtés dans l'allée, peut-être prononçant un petit discours, rien de sophistiqué, juste un papa qui fait ce que font les papas. Angela a aussi aidé, elle était en mode maman à fond, tableau Pinterest, échantillon de tissu, idée de centre de table. Notre salon ressemblait à l'explosion d'un magazine de mariage. Daisy appelait presque tous les jours pour faire le point, demander notre avis. On avait l'impression d'avoir enfin franchi un cap en tant que famille. Puis, pour l'anniversaire de Daisy, une de ses amies a pensé que ce serait un cadeau amusant de lui offrir un kit ADN. Vous savez, découvrir si vous êtes irlandais à 6%, peut-être retrouver un cousin éloigné. On pensait que c'était inoffensif. Daisy aussi. Elle a envoyé l'échantillon, puis a oublié. Quelques semaines plus tard, elle a reçu une correspondance, un lien génétique proche, disait-on. Elle a commencé à fouiller, à interroger des gens, explorer les archives publiques, relier quelques points, et avant qu'on ne s'en rende compte, elle l'avait retrouvé. L'homme qui avait blessé sa mère. L'homme qui avait fait vivre l'enfer à Angela, et qui était parti comme si de rien n'était. Et maintenant, notre fille voulait le connaître. Au début, elle ne nous l'a pas dit. Elle a simplement dit qu'elle discutait avec un parent éloigné. On n'a pas posé de questions. On a cru, peut-être, qu'elle avait trouvé quelqu'un avec un héritage culturel commun ou quelque chose comme ça. Puis Angela a vu son nom s'afficher sur le téléphone de Daisy. Elle s'est figée. Moi,
Je ne l'ai pas reconnu tout de suite, mais elle si. Elle le reconnaîtrait toujours. On a fait asseoir Daisy, on lui a demandé franchement, est-ce que tu lui parles? Elle a dit oui. Je ne peux même pas décrire l'expression sur le visage d'Angela. On aurait dit que quelqu'un lui avait arraché l'âme. On a essayé d'expliquer calmement que ce n'était pas un oncle perdu de vue. C'était l'homme qui avait détruit le sentiment de sécurité de sa mère. Mais Daisy ne voulait rien entendre. Elle nous a dit, il m'a dit qu'il ne savait même pas que j'existais. Il veut rattraper le temps perdu. J'y ai droit. Angela a pleuré toute la nuit. Pendant un moment, Daisy est restée discrète. Elle ne parlait pas trop de lui. J'ai cru que la curiosité finirait par s'éteindre, qu'elle se rendrait compte qu'elle avait déjà une famille qui l'aimait, qui était présente. Mais je me trompais. Elle a continué, à creuser, envoyer des messages, poser des questions, combler les vides. Un jour, Daisy est venue nous dire qu'il voulait la rencontrer. C'est là que je l'ai senti, comme si quelqu'un avait tiré le frein d'urgence sur toute notre vie. Angela n'a rien dit tout de suite. Elle s'est simplement assise à la table et a fixé le mur. Je pouvais le lire sur son visage, c'était comme si toutes les années de guérison qu'elle avait durement gagnées venaient d'être rouvertes brutalement. J'ai demandé à Daisy, pourquoi veux-tu le rencontrer? Elle a répondu, je veux juste savoir d'où je viens. Il dit qu'il ne savait pas que j'existais. Angela a murmuré, il savait. Et Daisy a simplement secoué la tête en disant, il m'a dit qu'il ne savait pas. J'ai essayé de garder un ton calme. Tu ne connais pas cet homme. Tu le connais depuis quoi? 2 semaines? Par des messages Facebook? Et tu lui fais plus confiance qu'aux gens qui t'ont élevé? Elle a dit, je ne prends pas parti, je veux juste des réponses. J'avais envie de hurler. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai regardé Angela, et elle avait l'air sur le point de vomir. On a essayé de lui expliquer aussi clairement que possible, sans tout lui révéler. On a dit, ce n'est pas une bonne personne. Ce chapitre de la vie est clos, et il doit le rester. J'ai même dit, tu as déjà un père. Et je le pensais. Elle m'a juste regardé et a dit, ce n'est pas à propos de toi. On m'a traité de beaucoup de choses dans ma vie, mais celle-là, elle m'a marqué. Ce n'est pas à propos de toi. Alors on a laissé tomber. Pas parce qu'on était d'accord, mais parce que discuter avec elle semblait seulement la rapprocher davantage de lui. On s'est dit, peut-être qu'elle le contactera, lui parlera une fois, sera déçue et passera à autre chose. C'était de l'illusion. Au lieu de ça, elle a doublé d'efforts. Elle a commencé à le voir pour déjeuner. Elle disait qu'il construisait une relation. Puis elle a commencé à parler de ce qu'il lui racontait. Il a dit que vous étiez jeune et confus. Il a dit que vous ne lui aviez jamais donné la chance de s'expliquer. Je ne pouvais pas rester silencieux. Je lui ai dit, t'es-tu déjà demandé pourquoi ta mère ne voulait pas que tu sois près de lui? Quel genre de mère mentirait à ce sujet? Elle a dit, je ne sais pas, peut-être parce qu'elle ne veut pas me partager. Angela avait failli perdre la raison en essayant d'être une mère pour un enfant qui lui rappelait son pire traumatisme. Je l'ai vue se forcer à tenir bon à chaque anniversaire. Chaque fois qu'elle rentrait de l'école, chaque terreur nocturne, chaque flashback. J'ai vu à quel point Angela se battait juste pour tenir bon. Puis, le tournant est arrivé quelques semaines plus tard. Daisy nous a fait asseoir et a dit, je veux que toute ma famille soit présente au mariage, ça inclut aussi lui. Les mains d'Angela tremblaient, je pouvais le voir. Angela a dit, s'il est là, je ne viendrai pas. Daisy a répondu, tu vas vraiment laisser une rancune gâcher tout ça? J'ai dit, ce n'est pas une rancune, Daisy. Tu demandes à ta mère de partager l'espace avec quelqu'un qui a détruit sa vie. Elle ne se sent pas en sécurité en sa présence, et franchement, moi non plus. Elle a croisé les bras, il m'a dit qu'ils ont juste arrêté de se parler, qu'ils étaient jeunes, que ça s'est terminé de manière confuse mais pas grave. Angela n'a rien répondu, elle est restée assise, mais tout en elle hurlait. J'ai regardé Daisy et j'ai dit, tu crois qu'un type qui réapparaît après 24 ans, avec quelques mots doux et une demi-excuse, devient soudain digne de confiance? Tu n'étais pas là. Tu ne sais pas ce qu'il lui a fait. Elle a rétorqué, eh bien moi non, justement, parce que personne ne veut me le dire. J'ai essayé de rester calme, peut-être que ça devrait te dire quelque chose. Peut-être que ce n'est pas une histoire qu'on peut transformer en joli conte. Peut-être que certaines choses ne nécessitent pas de retrouvailles. Angela s'est levée et a quitté la pièce, comme si elle ne pouvait pas supporter une seconde de plus. Je me suis tourné vers Daisy et j'ai dit, je ne t'ai jamais crié dessus, jamais tourné le dos.
J'ai toujours été là. Et maintenant tu veux faire comme si ce type, un parfait inconnu, méritait soudain le même rôle pour lequel je me suis battu toutes ces années? Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit, je ne te remplace pas, je veux juste vous avoir tous les deux. Je n'ai même pas répondu, je suis juste sorti de la pièce en fauteuil roulant. Ma poitrine me faisait mal, comme si elle s'effondrait. Quelques heures après ce dîner désastreux, nous sommes restés assis en silence pendant longtemps. Angela avait l'air ailleurs, complètement absente. Je le voyais sur son visage, non seulement de la douleur, mais ce regard vide que prennent les gens quand ils sont prisonniers d'un souvenir qu'ils n'ont jamais voulu revivre. Elle n'avait même pas mangé, elle était assise sur le canapé, les genoux ramenés contre elle, tremblant comme s'il faisait hiver dans notre salon. Je lui ai dit, il est temps. On avait gardé cette vérité enfouie depuis plus de 20 ans. Pas pour cacher un secret, mais pour la protéger, elle. Angela avait voulu que Daisy grandisse sans ce poids, qu'elle soit juste une enfant, pas le produit de quelque chose d'horrible. Mais à ce stade, on comprenait qu'elle portait déjà ce poids, elle ne savait simplement pas encore ce que c'était. Alors on l'a appelée. J'ai commencé. Je lui ai dit qu'on avait besoin de parler, juste nous trois. Elle est venue ce soir-là. Angela l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit, « Ce que je vais te dire, j'aurais dû te le dire il y a longtemps. » Elle lui a tout raconté. Que son père biologique n'était pas un ancien petit ami perdu ou un vieil ami, mais quelqu'un en qui Angela avait eu confiance autrefois. Quelqu'un avec qui elle avait grandi. Leur famille était proche, tout le monde s'attendait à ce qu'ils finissent ensemble. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Elle a raconté à Daisy la nuit où c'est arrivé, comment elle était allée le voir comme d'habitude, qu'elle n'avait rien planifié, qu'elle avait été dépassée, qu'elle avait dit non, et que rien de tout cela n'avait compté. Elle avait essayé de porter plainte, elle avait parlé, mais lui était l'enfant modèle, bonne note, casier vierge, famille respectable, toutes les connexions. Même sa propre famille ne l'avait pas cru. Puis quelques semaines plus tard, elle a découvert qu'elle était enceinte. Et là où elle vivait à l'époque, l'avortement n'était même plus une option. Elle avait dépassé le délai légal au moment où elle a su. Angela pleurait à ce moment-là, mais elle a continué, elle a raconté comment elle s'était effondrée, comment elle n'arrivait même pas à tenir son bébé au début, comment elle voulait l'aimer, mais que tout ce qu'elle voyait, c'était lui. Puis elle m'a regardé et a dit, il nous a sauvés. Et j'ai failli pleurer aussi, parce que je me souvenais de tout, à quel point c'était difficile, et que je l'avais choisi. Je les avais choisis. Et j'en étais fier. Daisy n'a pas parlé pendant longtemps. Quand elle l'a fait, sa voix était à peine audible. Elle a dit, je ne vous crois pas, Angela n'a même pas tressailli. Elle a simplement hoché la tête et dit, je savais que ça pouvait arriver. J'ai ajouté qu'elle avait essayé d'obtenir justice, et qu'elle avait échoué. Qu'elle avait presque abandonné Daisy, parce que la douleur était trop grande. Et que c'était moi qui l'avais convaincue de continuer. Daisy n'a pas pleuré, elle n'a pas bronché non plus. Elle a juste regardé dans le vide un moment, puis a dit, alors maintenant, vous essayez de me faire culpabiliser pour que j'annule mes plans de mariage? Puis elle a secoué la tête et ajouté, les gens font des erreurs. Je ne vais pas punir quelqu'un pour toujours juste parce que vous refusez de tourner la page. Voilà sa réponse. Comme si l'homme qui avait détruit la confiance et la dignité de sa mère avait juste oublié de sortir les poubelles un soir. Plus tard, ma femme m'a dit qu'elle avait eu l'impression d'avoir été giflée. Que tout l'air avait quitté son corps. Daisy s'est levée, a pris son sac et a dit, je n'arrive pas à croire que vous inventiez tout ça juste pour me manipuler. Il m'a dit que vous buviez ensemble à la fac, que ça s'était juste mal terminé. Et puis elle est partie. Angela s'est complètement effondrée après ça, et je l'ai prise dans mes bras, parce que pouvais-je faire d'autre? C'était comme voir quelqu'un mourir 2 fois, une fois quand c'est arrivé, et une seconde fois quand leur propre fille ne les croit pas. Après cette nuit-là, la maison semblait plus lourde. Silencieuse, mais pas paisible. Juste étouffante. Ma femme parlait à peine, elle s'occupait sans cesse, nettoyait des choses déjà propres, réorganisait sans fin le même tiroir. Je savais ce qu'elle faisait, elle essayait de garder ses mains occupées pour que son esprit ne parte pas en vrille. Nous ne parlions pas de Daisy, car nous ne savions pas comment avancer. Chaque fois que son nom était prononcé, c'était comme une ecchymose qu'on avait oubliée, jusqu'à ce que quelqu'un la touche. Le lendemain, Daisy a appelé. Elle pleurait. Elle a dit qu'elle lui avait demandé. Et il ne l'avait pas nié. Il n'avait même pas essayé. Il lui a dit qu'ils étaient jeunes, qu'ils avaient bu, et que les choses étaient devenues confuses. Elle lui a demandé s'il avait forcé sa mère, il a répondu, je ne voulais pas,
c'était tout ce qu'il lui fallait. Elle est venue plus tard dans la journée, a présenté ses excuses à Angela. Angela l'a prise dans ses bras et lui a dit que ce n'était pas sa faute. Je suis resté là, à regarder deux personnes se briser puis se recoller en l'espace de 5 minutes. C'était chaotique, mais c'était comme si la vérité, enfin, avait de l'air pour respirer. Quelques jours après cette conversation, Daisy appelle Angela et lui dit qu'elle veut l'emmener dîner, juste toutes les deux. Elle dit que c'est un remerciement, une offrande de paix. Angela a hésité, mais elle gardait espoir, parce qu'elle est comme ça. Même après tout ça, elle voulait croire que sa fille avait de bonnes intentions. Elles ont choisi un petit restaurant, avec une terrasse extérieure, une zone privée pour 4 personnes. Alors Angela arrive, elle s'avance vers la table, et c'est là qu'elle le voit. Son père biologique. Debout là, comme s'il faisait partie de la famille maintenant. Angela a dit que tout autour d'elle s'est figé, que son corps est devenu glacé, pas juste à cause de la peur, mais à cause de quelque chose de plus profond, comme si son corps se souvenait de tout ce que son esprit avait passé des années à enterrer. Et Daisy, elle souriait, comme si elle venait d'offrir le plus beau cadeau d'anniversaire. Elle dit, il est là pour s'excuser. Je pensais que ça pourrait être le début de la guérison, pour nous tous. Angela n'a pas répondu, elle s'est figée, sa respiration est devenue courte, sa poitrine serrée. Elle m'a dit plus tard qu'elle avait eu l'impression d'être enfermée dans son propre corps. Le type a eu le culot de tendre la main pour lui toucher la main. C'était fini. Angela s'est enfuie, elle a à peine réussi à rejoindre la voiture, incapable de conduire. Elle m'a appelé depuis le siège passager, en larmes, incapable de prononcer des phrases complètes. J'ai dit à notre fils de prendre les clés et nous y sommes allés aussi vite que possible. Quand je l'ai vue dans cette voiture, tremblante, serrant ses bras comme si elle se préparait à un impact, quelque chose en moi s'est brisé. Je ne l'avais pas vue comme ça depuis la première année où nous élevions Daisy. Je pensais que cette époque était derrière nous. Je pensais qu'on avait mérité une vie normale maintenant. Mais non, tout est revenu d'un coup, parce que quelqu'un a pensé qu'un dîner serait le bon moment pour la réconciliation. Alors je suis simplement allé droit vers eux, j'ai regardé Daisy dans les yeux et j'ai dit, après tout ce que j'ai fait pour toi, après tout ce que ta mère a survécu, c'est comme ça que tu la traites? Elle n'a rien dit. Alors j'ai continué, je t'ai porté quand elle ne pouvait pas, j'ai tout sacrifié pour que tu ne te sentes jamais indésirable. Et maintenant tu fais semblant d'avoir une famille heureuse avec l'homme qui a transformé sa vie en prison. Son visage a changé, comme si elle comprenait enfin que ce n'était plus juste une histoire de sentiments. Plus tard dans la nuit, elle a appelé. Je ne voulais pas décrocher, mais une partie de moi espérait qu'elle avait compris ce qu'elle avait fait, peut-être qu'elle se sentait coupable, peut-être qu'elle allait dire qu'elle était désolée d'avoir piégé sa mère avec l'homme qui lui avait ruiné la vie. Non. Elle était agacée. Elle a dit que j'avais gâché la surprise. Voilà ce qu'elle en retenait. Pas qu'elle avait brisé Angela, pas qu'elle avait déclenché une crise de panique si forte qu'elle avait dû ramper jusqu'à sa voiture pour respirer. Non, sa grande inquiétude, c'était que j'avais ruiné l'ambiance. Et c'est là que tout a fait sens. Elle n'avait rien compris. Pas même un peu. Elle croyait encore que c'était un film, où un discours sincère au dîner efface des années de traumatisme, comme si on appuyait sur un bouton reset. Elle croyait vraiment qu'elle faisait quelque chose de bien. Elle a continué en parlant de combien il regrettait tout, de comment, peut-être, si on avait simplement parlé, les choses auraient été différentes, que c'était sa manière à elle d'aider. Aider, ça aurait été de demander à sa mère si elle voulait rouvrir cette porte. Aider, ça aurait été de protéger la femme qui avait tout sacrifié pour l'élever. Au lieu de ça, elle est passée derrière notre dos et l'a amené à un dîner, comme s'il faisait partie de la famille maintenant. Et puis elle l'a dit, la vraie raison, celle pour laquelle elle nous préparait depuis des semaines, elle voulait qu'il la conduise à l'hôtel. Elle voulait danser avec lui, cette fameuse danse père-fille, comme si toutes ces années perdues pouvaient être rachetées par une poignée de main et une chanson. Elle ne nous a pas demandé si nous étions d'accord. Elle ne s'est pas souciée de ce que cela ferait à Angela. Elle l'a juste dit, comme si c'était déjà décidé. Je suis resté calme, mais à l'intérieur, j'étais en train de me fissurer. Cette fille, celle que je tenais dans mes bras quand elle faisait des cauchemars, celle à qui j'ai appris à faire du vélo, celle qui courait vers moi avec les genoux écorchés, était maintenant en train de me dire que l'homme qui ne lui avait même jamais offert une carte d'anniversaire allait prendre ma place. Je n'avais pas besoin de lui énumérer tout ce que j'avais fait pour elle. Je ne lui ai pas jeté à la figure. Mais à ce moment-là, tout a défilé dans ma tête, les nuits blanches, les visites à l'hôpital, les heures supplémentaires juste pour lui acheter une voiture d'occasion, pour qu'elle ne prenne pas le bus sous la pluie,
le jour où j'ai dû la consoler après son premier chagrin d'amour, et lui dire qu'elle avait encore de la valeur. Rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Pas pour elle. Parce qu'elle voulait les deux. C'est le mot qu'elle a utilisé, elle voulait nous avoir tous les deux, comme si c'était une équation ouverte, où tout pouvait s'imbriquer, si on souriait assez fort. Mais certaines choses ne s'imbriquent pas. Certaines choses ne peuvent pas coexister. Et faire semblant du contraire, ce n'est pas de la maturité, c'est du déni. Elle a commencé à s'énerver, elle disait que c'était son jour, son choix, qu'on en faisait une affaire personnelle, qu'on essayait de lui enlever quelque chose qui n'avait rien à voir avec nous. Et c'est là que je lui ai dit la vérité, simplement et clairement. Je lui ai dit que j'en avais fini. Qu'elle pouvait épouser qui elle voulait. Invite qui elle voulait, mais que nous ne serions pas là. Pas pour la marche jusqu'à l'hôtel, pas pour les photos, pas pour les faux sourires ou les câlins de façade. Elle avait fait son choix, et j'en avais fini de me battre contre un fantôme qui n'avait jamais mérité le titre qu'elle lui donnait. Il n'y eut plus d'appels, plus de messages. Le silence n'avait pas besoin d'être proclamé, il s'est installé doucement, comme la poussière sur une pièce qu'on n'entre plus visiter. Ma femme a passé une semaine entière sans presque sortir du lit. Ses yeux étaient secs, mais son âme avait l'air d'être passée à l'essoreuse. Je prenais des nouvelles de notre fils et de notre fille chaque jour. Eux aussi étaient silencieux. Chacun traitait ce qui venait d'arriver à sa manière, mais une chose était claire, Daisy avait franchi une limite que personne ne pouvait plus retraverser. Puis, une semaine avant le mariage, elle a envoyé un message groupé. Pas un appel. Même pas un message individuel. Juste une note envoyée à tout le monde qui disait « Je sais que l'ambiance a été tendue, mais je veux toute ma famille avec moi pour mon grand jour. Cela vous inclut tous. J'espère que vous viendrez me soutenir. Ma décision n'a pas changé, mais je vous aime tous et je veux vous voir. » Aucun mot d'excuse. Aucun aveu des dégâts. Aucune responsabilité sur ce qu'elle avait provoqué cette nuit-là. J'ai passé la nuit suivante éveillé, à réfléchir à tout. Je pensais aussi à l'accident. À la nuit où tout avait basculé. Mais maintenant, des années plus tard, je réalisais que je l'avais protégée de tout, même des conséquences de ses propres choix. Et peut-être que c'est pour ça qu'elle pensait que les gens sont remplaçables. Puis, quelques jours plus tard, le traiteur a appelé. Il avait besoin du nombre final de convives. Et c'est là que ça m'a frappé. Elle pensait vraiment que nous viendrions quand même. Qu'on avalerait tout ça, qu'on s'habillerait, qu'on sourirait devant les caméras, et qu'on applaudirait pendant que l'homme qui avait brisé ma femme la conduirait à l'hôtel comme s'il l'avait mérité. Angela m'a dit de ne rien faire de précipité. Mais je ne pouvais pas rester les bras croisés pendant qu'elle nous piétinait, puis appelait ça une réunion de famille. Alors j'ai appelé le lieu. Vous voyez, c'est moi qui avais payé. Mon cadeau. Mais les cadeaux, ça peut se reprendre. J'ai dit au responsable du lieu d'annuler. De rembourser le solde sur mon compte. Et de libérer la date. Ils étaient choqués. Ils m'ont demandé si j'étais sûr. J'ai répondu, absolument certain. Daisy l'a appris quelques heures plus tard. Ce fut son premier appel depuis son dernier message. Elle pleurait, elle disait, « Tu as ruiné mon mariage. » Elle suppliait, disait qu'il ne pouvait pas trouver un autre lieu à si court terme, que tout s'effondrait. Elle m'a accusé d'être mesquin, de vouloir faire de son jour à elle une affaire personnelle. J'ai attendu qu'elle arrête de crier. Puis j'ai parlé. Je lui ai dit, « Je t'ai déjà dit que je ne voulais plus rien avoir à faire avec toi. » Elle a bafouillé quelque chose à propos du fait que j'étais en train de ruiner sa vie. Je n'ai rien répondu pendant longtemps. J'ai laissé le silence s'installer dans la pièce, pendant que je regardais par la fenêtre. Elle paniquait à propos de chaises et de canapés, pendant que moi, un jour, j'avais dû affronter un médecin m'expliquant que je ne marcherais peut-être plus jamais. Et j'avais encaissé ça sans broncher. Sans plainte. Parce que je pensais que même si je ne pouvais pas me tenir debout pour son mariage, au moins je serais là. Même si j'étais en fauteuil, je serais sur les photos, dans le moment, dans sa mémoire. Et ça me suffisait. Je ne lui ai jamais dit à quel point ça me tuait de l'intérieur de penser que je ne pourrais pas la conduire jusqu'à l'hôtel. Je ne lui ai jamais montré à quel point la rééducation était dure, combien de nuits j'étais resté éveillé à faire des exercices que personne ne m'avait demandé de faire, juste en espérant avoir une autre chance d'être le père que j'avais toujours été. Je ne l'ai jamais fait culpabiliser. Je ne lui ai jamais dit à quel point je me sentais brisé en la voyant faire comme si tout allait bien, en l'entendant parler de son vrai père pendant que j'apprenais à monter les escaliers à nouveau. J'ai tout gardé enfoui,
parce que je ne voulais pas lui faire porter ce poids. Parce que les pères ne déposent pas leur charge sur leurs filles. Ils la portent. Et j'aurais continué à la porter, chaque morceau, si elle ne l'avait pas laissé entrer, comme s'il n'avait pas déjà détruit tout ce que nous avions construit. Comme s'il n'avait pas brisé sa mère, puis disparu dans l'ombre pendant que moi, je ramassais les morceaux. Pendant que nous reconstruisions une vie à partir de rien. J'avais accepté de ne pas la conduire à l'hôtel. Mais je n'accepterai jamais que cet homme le fasse à ma place. Ce n'était pas un vide que je n'ai pas su combler. C'était un cratère dont nous avions réussi à sortir. Et elle lui a offert une place au premier rang, comme si rien de tout cela n'avait compté. Elle a fait son choix. Alors, quand elle a enfin arrêté de hurler et m'a demandé ce que j'avais fait, tout ce que j'ai dit, c'est « Tu as fait ton choix. Voici le mien. Tu veux ton vrai père? Très bien. Appelle-le. Dis-lui de payer ta robe. Dis-lui de réserver les tables. De laisser un pourboire au personnel. De nettoyer après la fête. Dis-lui de te conduire à l'hôtel. Et fais comme s'il avait été là quand tu avais besoin de quelqu'un. Qu'il porte le poids. Moi, j'ai fini. Elle s'est tue. Je crois que c'est là que ça a enfin fait tilt. Que je ne bluffais pas. Que je n'allais pas ravaler tout ça et revenir en courant, comme je l'avais toujours fait. Très bien, elle a dit. Je lui demanderai. C'est tout. Angela était dans la cuisine, faisant semblant de ne pas écouter. Mais je savais qu'elle avait tout entendu. Elle ne m'a même pas demandé ce qui s'était dit. Une semaine plus tard, les retombées ont commencé. Les prestataires ont commencé à appeler un par un. Apparemment, personne n'avait été payé. Le lieu avait disparu, l'acompte du traiteur aussi, le DJ avait réservé une autre date. Pas de plan B, pas de lieu de secours, rien. Puis est venu l'appel que je savais inévitable. Daisy, en larmes, paniquée, brisée, il est parti, elle a dit. Apparemment, son vrai père lui a dit qu'il n'allait pas chambouler sa vie pour quelqu'un qu'il venait à peine de rencontrer. Il avait une femme, un prêt immobilier. Un autre enfant. Il lui a dit qu'il en avait déjà fait plus que la plupart des gens ne l'auraient fait, qu'il ne ressentait aucun lien, que c'était trop vite, et honnêtement, qu'il n'était plus intéressé. Alors il est parti. Juste comme ça. La nuit pour laquelle elle avait tout sacrifié s'est révélée être exactement ce qu'on lui avait dit qu'elle serait. J'ai attendu qu'elle le dise, que j'avais eu raison, qu'elle s'était trompée. Mais ce n'est pas ce qui est sorti. Elle a dit, « Est-ce que tu peux encore me conduire à l'hôtel ?» Comme si rien de tout ça ne s'était passé. Comme si on pouvait simplement revenir en arrière. Et je n'étais pas en colère. J'étais froid. Détaché. Comme si toute la chaleur qu'elle avait toujours tenue pour acquise s'était enfin tarie. Tu m'as craché au visage. Tu as donné mon rôle à un homme qui a brisé ta mère. Et maintenant tu veux que je ramasse les morceaux quand il s'enfuit? Elle a dit, ce n'était pas censé être comme ça. Je l'ai interrompu, c'est comme ça parce que tu l'as voulu comme ça. Tu le voulais, tu l'as eu. Voilà ce que ça t'a apporté. Elle a dit, je suis désolé. Non. Tu n'es pas désolé. Tu es désolé qu'il t'ait laissé. Tu n'es pas désolé d'avoir trahi ta mère. Tu n'es pas désolé d'avoir balancé ça comme une surprise tordue. Tu n'es pas désolé d'avoir dit au monde que je n'étais pas ton père. Et puis elle m'a lancé la seule phrase qui a vraiment brisé ce qu'il restait entre nous, je voulais juste un mariage normal. Normal. Après tout ce qu'on avait fait. Tout ce qu'on avait donné. Tout ce qu'on avait enduré pour qu'elle ait ne serait-ce qu'une vie, sans parler d'un fichu mariage. Elle voulait normal. Je lui ai dit la vérité, tu ne mérites pas normal. Tu as été élevé dans le sacrifice, dans le pardon, dans l'amour de gens qui ne te devaient rien et qui t'ont quand même tout donné. Et tu as jeté tout ça pour un inconnu avec ton sang, mais aucune de ton histoire. Elle sanglotait. Elle disait qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre. Je lui ai dit, débrouille-toi. Comme on l'a fait, chaque jour, depuis le moment où tu es né. Et j'ai raccroché. Angela n'a rien dit. Elle est juste venue poser sa main sur mon épaule. On savait tous les deux que ce pont était détruit. Mais au moins, on ne se tenait plus dessus, en attendant qu'il s'effondre sous nos pieds. Mise à jour. Salut tout le monde. Quelques mois ont passé. Pas un mot de Daisy. Aucune excuse. Aucune carte. Aucune photo du mariage. Même pas un petit, j'espère que vous allez bien. Tant mieux.
On n'attendait rien. Angela et moi avons retrouvé notre paix. Puis, environ une semaine plus tard, son cousin m'a envoyé un message, « Hey, Daisy cherche à joindre des gens. Elle dit qu'elle veut réparer les choses. » Je lui ai répondu, « Elle peut vouloir tout ce qu'elle veut. Ça ne veut pas dire qu'elle l'obtiendra. » Le mariage a été un désastre. Apparemment, la moitié des invités se sont désistés. Pas de lieu, juste un jardin avec des chaises en plastique et des tables pliantes. Sa mère n'y est pas allée. Personne de notre côté non plus. Juste quelques amis d'université de son fiancé, et quelques personnes qui ne connaissaient pas la vraie histoire. Pas de danse père-fille. Pas de marche jusqu'à l'hôtel. Juste un silence gênant et un système de sonorisation Louis qui a lâché pendant les vœux. Angela et moi n'en avons pas parlé. Pas besoin. On savait ce qu'on avait donné. On savait ce qu'on représentait. Et on savait à quoi ça ressemblait quand quelqu'un jetait tout ça à la poubelle. J'ai retiré son nom du testament. Je n'allais rien laisser à quelqu'un qui n'avait même pas su nous soutenir de notre vivant. Au début, je pensais que la culpabilité finirait par s'installer. Peut-être cette petite voix qui te dit que tu as été trop dur, que tu aurais dû être l'adulte, le plus grand. Mais cette voix n'est jamais venue. Parce que je sais exactement qui je suis. Je suis l'homme qui a été là quand personne d'autre ne l'était. Je suis celui qui a mis de côté les jugements, les rumeurs et les chuchotements pour élever un enfant que je n'étais pas obligé d'aimer, mais que j'ai aimé quand même, farouchement et pleinement. Je l'ai porté à travers les rhumes, les ruptures, les déceptions, les grandes leçons. J'ai été là pour chaque « papa, tu peux m'aider », pour chaque instant où elle avait besoin que quelqu'un soit là pour elle, jusqu'au jour où elle a décidé que l'homme qui n'avait jamais mérité une seule seconde de cette confiance en méritait soudainement toute. Avant, je croyais que la paternité, c'était une question d'ADN. Ensuite, j'ai appris que c'était une question de présence. Maintenant, je sais que c'est une question de valeur. Si quelqu'un peut te jeter aussi facilement, c'est qu'il ne t'a jamais vraiment appartenu. Tu ne faisais que garder la place. Maintenant, tout ira à ceux qui sont restés. Ceux qui se sont montrés. Ceux qui savent ce que loyauté signifie vraiment.